Merci de vous joindre à nous pour cette deuxième série de webinaires concernant la méthode du sondage. Dans ce deuxième webinaire de la série, nous verrons l'analyse des données, c'est-à-dire comment analyser et interpréter les réponses à chacune des questions du sondage et quels résultats devraient être consignés dans le rapport. Ce webinaire est fait en deux parties. Dans la première partie, nous analyserons les réponses aux questions sous trois différents angles. L'analyse des questions permettant de décrire qui sont les répondants, c'est-à-dire les questions sociodémographiques, l'analyse des questions fermées et finalement l'analyse des questions ouvertes. Nous en sommes à la première étape de l'analyse, c'est-à-dire celle où nous constatons ce que les participants nous ont répondu. Nous verrons ensuite quels résultats sont pertinents à consigner dans le rapport de consultation pour chacune des questions analysées. Ces deux parties seront bonifiées par des capsules présentant un exemple de sondage et son analyse. À la fin de chacune des capsules, vous aurez des pistes de réflexion théorique sur le contenu de la capsule. Les analyses que nous ferons dans ce deuxième webinaire nous permettront de remplir la section Résultats du rapport de consultation. Les tableaux et les graphiques sont des outils utiles pour organiser les résultats en vue d'en faire ressortir les besoins et les préférences des aînés. Ainsi, avant de procéder à l'analyse des résultats, nous verrons comment personnaliser vos graphiques et vos tableaux dans SurveyMonkey. Des graphiques et des tableaux de données sont automatiquement générés pour toutes les questions fermées. Pour personnaliser vos graphiques et vos tableaux, accédez à la section « Analyser les résultats » de votre sondage. Puis, cliquez sur « Personnaliser » en haut de la question. Vous pouvez modifier le type de votre graphique. Vous pouvez choisir un type de graphique différent pour chacune de vos questions. Les types de graphiques disponibles dépendent du type de la question. Essayez plusieurs types de graphiques et fiez-vous aussi et surtout à comment vous percevez le graphique. Le voyez-vous clair? Est-il facile à lire ou est-il surchargé? Dans notre exemple, voyons ensemble quel graphique est clair, facile et peu chargé parmi les graphiques à l'écran. Dans notre cas, ce sont les graphiques à barres horizontales qui seraient les mieux placés pour faciliter la lecture des données. Le choix entre les barres juxtaposées ou non dépendra principalement de l'espace dont vous disposez pour insérer vos graphiques dans votre rapport. Le graphique à barres horizontales juxtaposées occupe moins d'espace que l'autre. Dans tous les cas, les graphiques à barres horizontales permettent de facilement comparer les proportions de répondants. On peut comparer les énoncés 2.1, 2.2 et 2.3 entre eux pour connaître, par exemple, lequel de ces énoncés a le plus de répondants qui sont en accord. On peut aussi comparer les réponses d'un même énoncé entre elles pour connaître si les répondants sont majoritairement en accord ou en désaccord avec l'énoncé. Le graphique à barre verticale, quant à lui, pourrait aussi être utilisé, si bien que quand on le compare au graphique à barre horizontale, il démontre moins clairement les différences de proportion entre les énoncés. C'est un choix plutôt personnel rendu à ce stade. Le graphique linéaire, lui, par contre, est déconseillé pour ce type de questions puisqu'il ne permet pas une lecture facile et claire des données. Voyez dans les liens utiles sous la vidéo la documentation de SurveyMonkey sur les types de graphiques en lien avec les types de questions. Explorez les options disponibles dans l'onglet « Options d'affichage ». Elles vous sont expliquées de façon détaillée dans l'aide de SurveyMonkey, rapidement accessible en cliquant sur le petit point d'interrogation à côté des options. Deux options d'affichage sont particulièrement utiles pour aider à lire les graphiques. La première est l'option « Données du graphique » pour afficher ou masquer des données dans un graphique, notamment le nombre ou le pourcentage de réponses. La deuxième, c'est l'option du nombre de décimales. Vous pourriez choisir d'afficher les données dans le graphique et les tableaux de données avec 0 ou 1 décimale au lieu de 2. Explorez les options disponibles dans l'onglet « Couleurs ». Si vous sélectionnez et glissez l'ordre des couleurs, vous changez les couleurs associées aux étiquettes. Il est important de vérifier que les étiquettes qui portent le même nom ont les mêmes couleurs d'une question à une autre dans votre sondage pour en assurer l'uniformité. Dans notre exemple, les étiquettes en désaccord sont en jaune et celles en accord sont en bleu, et ce pour toutes les questions de type matrice dans notre sondage. Explorez les options disponibles dans l'onglet « Étiquettes ». Dans le cas où vos étiquettes sont très longues, c'est-à-dire qu'elles sont des phrases, il pourrait être utile de les modifier ici pour qu'elles apparaissent en moins long dans les graphiques et les tableaux. Lorsque vous modifiez les étiquettes, cela affecte uniquement l'affichage de vos graphiques et non les données brutes ou la conception du sondage.
Finalement, vous avez l'option d'appliquer les modifications que vous venez de faire à tous les graphiques, que ce soit pour des modifications concernant le type de graphique, pour les options d'affichage ou pour les couleurs. Cochez la case « Appliquer à tous » pour que les modifications s'appliquent à tous les graphiques et tableaux de données du même type. L'ensemble des options n'étant pas disponible pour tous les types de questions, certains graphiques et tableaux pourraient ne pas être modifiés. Cette option demeure tout de même intéressante pour économiser du temps sur la mise en forme de vos tableaux et graphiques. Une première option de personnalisation des tableaux serait de combiner des choix de réponse. Pour combiner les choix de réponse, cliquez d'abord sur la petite flèche du choix de réponse dans le tableau sous le graphique. Choisissez « Combiner avec », sélectionnez le choix de réponse à combiner et renommez l'étiquette. Lorsque vous combinez les choix de réponse, cela affecte uniquement l'affichage de vos graphiques et non les données brutes ou la conception du sondage. Dans notre exemple, habituellement, nous combinerons les choix de réponse semblables comme « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord » ou « plutôt en désaccord » et « totalement en désaccord » pour faciliter la lecture des données. Ainsi, en un coup d'œil, nous avons une idée générale des résultats. Dans la personnalisation des tableaux, vous pourriez aussi masquer des choix de réponse. Pour masquer les choix de réponse, cliquez sur la petite flèche du choix de réponse dans le tableau sous le graphique. Choisissez « Masquer et recalculer ». Ainsi, le choix de réponse sans objet n'est plus comptabilisé et n'apparaît plus dans le tableau ou le graphique. Théoriquement, il est judicieux de masquer les choix de réponse sans objet ou non applicables. En effet, si un répondant a coché « non applicable », c'est que la question ne s'appliquait pas à lui, donc on ne veut pas comptabiliser sa réponse. Dans ce cas, il vaut mieux le masquer. Cependant, dans la pratique, sa réponse pourrait aussi nous apporter de l'information supplémentaire, donc il n'est pas toujours pertinent de le masquer. Prenons l'exemple de la question sur la satisfaction dans la section transport. La question s'intéresse au degré de satisfaction des répondants envers les moyens de transport qu'ils utilisent. Il est mentionné que si leur municipalité ne dispose pas de certains de ces moyens de transport, ils peuvent cocher sans objet. Dans notre exemple fictif, bien que la municipalité offre un service d'autobus local, un répondant a indiqué sans objet. Sa réponse peut être interprétée de deux façons. La première, soit ce service n'est pas suffisamment connu auprès des aînés, ou la deuxième, soit la desserte de ce service ne se rend pas au lieu de résidence de la personne. Puisque cette réponse nous apporte de l'information supplémentaire, il pourrait être pertinent de comptabiliser la réponse sans objet. Il en est de même avec la réponse « je ne sais pas », c'est-à-dire que dans certaines situations, il pourrait être pertinent de la masquer, tandis que dans d'autres, il serait pertinent de l'inclure dans les calculs. C'est à vous de voir selon votre contexte et l'interprétation des données que vous en faites. Notez que lorsque vous masquez les choix de réponse, cela affecte uniquement l'affichage de vos graphiques et non les données brutes ou la conception du sondage. Une autre option particulièrement intéressante pour les tableaux, c'est l'option de trier automatiquement les choix de réponse pour qu'ils s'affichent en ordre croissant ou décroissant de proportion. Pour trier les choix de réponse, cliquez sur la petite flèche du choix de réponse dans le tableau. Choisissez « Trier par ordre croissant » ou par ordre décroissant. Les données seront triées dans le tableau et dans le graphique selon l'ordre croissant ou décroissant que vous avez choisi. Dans notre exemple, voyez que lorsque les données sont triées en fonction de la colonne en désaccord, que ce soit en ordre croissant ou décroissant, il est plus facile de comparer les choix de réponse entre eux. En ce sens, on voit qu'il y a plus de gens en désaccord pour les deux derniers énoncés. Cette option permet de repérer rapidement les besoins ou les préférences des aînés, surtout dans les graphiques. Une fois les graphiques et les tableaux personnalisés, vous pouvez exporter les résultats de toutes les questions en même temps pour les joindre à votre document de travail. Pour exporter les résultats, cliquez sur « Enregistrer sous » en haut complètement de la page en vert et ensuite cliquez sur « Toutes les données récapitulatives ». Sélectionnez le format qui vous convient le mieux. SurveyMonkey créera un fichier d'exportation qui contient tous les résultats de toutes les questions. Petite note concernant les formats d'exportation des graphiques et des tableaux à partir de SurveyMonkey. Pour les formats d'exportation PDF et PowerPoint, les graphiques et les tableaux doivent être utilisés tels quels une fois exportés, c'est-à-dire qu'ils sont comme une photo et qu'ils ne peuvent plus être modifiés.
Si vous voulez faire des modifications au graphique et au tableau, le format d'exportation Excel est à préconiser puisqu'il vous permet de modifier les nombreuses options des graphiques bien au-delà de la couleur et du type de graphique. Dans les faits, si vous êtes un fin connaisseur d'Excel, vous pouvez modifier tous les petits détails de votre graphique. Vous avez aussi l'option de le faire pour chacune des questions séparément en faisant la même procédure d'exportation, mais cette fois directement sur la question. SurveyMonkey créera alors un fichier d'exportation par question. Dans cette capsule, nous avons vu que SurveyMonkey nous offre plusieurs options de personnalisation des graphiques en vue d'organiser nos données et d'en faciliter la lecture. Vous pouvez ainsi modifier le type de graphique, les options d'affichage, les couleurs et les étiquettes. Lorsque vous créez vos graphiques, pensez aux résultats que vous voulez atteindre. Dans votre cas, vous désirez présenter les besoins et les préférences des aînés. C'est ce qui guidera le choix des options personnalisation des graphiques. De plus, bombarder votre rapport de données laissera possiblement vos propos confus et incertains. C'est pourquoi nous vous conseillons de garder vos graphiques simples et clairs. Les tableaux possèdent aussi des options d'affichage pour mieux organiser vos données. Voyez s'il serait pertinent de combiner les choix de réponse similaires, de masquer les choix de réponse sans objet ou ne sait pas, et de trier les choix de réponse en ordre croissant ou décroissant de proportion. Procédons maintenant à l'analyse des données. Les premières questions à analyser sont les questions qui permettent de décrire qui sont les répondants ayant participé au sondage. Revenons brièvement sur deux éléments de la méthodologie qui ont été présentés dans le premier webinaire de la série et qui seront décrits dans cette capsule. Tandis que nous sommes dans SurveyMonkey, voyons à compléter le nombre de participants et le temps qu'ils ont pris pour répondre au sondage. Allez dans l'onglet « Analyser les résultats ». C'est dans la section « Données exploitables et tendances » sous « Informations » que vous trouverez le nombre total de participants au sondage. Dans notre exemple, ce sont 14 participants qui ont répondu au sondage. Puis, c'est sous durée moyenne que vous trouverez le temps que les participants ont pris en moyenne pour répondre au sondage. Dans notre exemple, les participants ont pris en moyenne 19 minutes et 23 secondes pour répondre au sondage en entier. Pour connaître l'âge des répondants, revenez à la section « Résumé par question » et allez à la question sur l'âge qui, dans notre cas, est à la page 3 intitulée « Informations démographiques ». Dans notre exemple, le graphique montre que nous avons une proportion égale de répondants de 50 à 65 ans et de 85 ans et plus, qui sont aussi les deux groupes d'âge que nous avons davantage rejoints. Nous avons une minorité de répondants qui ont entre 75 et 84 ans. C'est donc le groupe d'âge qui a été le plus difficilement rejoint. Le tableau montre les proportions exactes des participants dans chacune des tranches d'âge ainsi que le nombre de participants qu'ils représentent. Pour connaître le genre des répondants, allez à la question portant sur le genre. Dans notre exemple, nous avons une majorité de femmes qui ont répondu au sondage. Plus précisément, ce sont 64% des répondants qui s'identifiaient comme une femme, et soit 9 femmes, et 36% comme un homme, soit 5 participants. Nous avons donc près de 2 fois plus de femmes que d'hommes dans notre échantillon. Dans cette capsule, nous avons vu quelques éléments pour rapporter les caractéristiques des répondants dans votre rapport. Voici quelques pistes pour vous aider à élaborer sur les caractéristiques des répondants. D'abord, concernant l'âge des répondants, quelle est la proportion des répondants pour chacun des groupes d'âge? Et ensuite, quel groupe d'âge a la proportion de répondants la plus élevée, la plus faible? Pour élaborer sur le genre des répondants, vous pourriez indiquer quelle est la proportion des hommes et celle des femmes. Finalement, si l'information est disponible dans votre sondage, il serait intéressant de décrire de quelle communauté proviennent les aînés qui ont répondu à votre sondage. Par communauté, on entend un quartier, un arrondissement, une municipalité ou un territoire, bref, une situation géographique qui permet de situer les répondants. Pour élaborer sur la communauté des répondants, vous pourriez indiquer quelle est la proportion des répondants en provenance de chacune des communautés. Procédons maintenant à l'analyse des questions fermées dans votre sondage. Nous avons 2 capsules concernant les questions fermées, une première sur les questions à choix de réponse et une deuxième sur les questions de type matrice. Débutons par l'analyse des questions à choix de réponse.
Ce sont des questions qui demandent aux participants d'effectuer un ou plusieurs choix parmi des réponses prédéfinies. Cette capsule portera sur les questions à choix multiples et les questions de type case à cocher. Prenons par exemple la question dans la section Information et communication qui porte sur les moyens les plus souvent utilisés par les aînés pour trouver les informations dont ils ont besoin. C'est une question de type case à cocher à laquelle les participants pouvaient cocher une ou plusieurs réponses. Regardons la personnalisation du graphique. Dans notre exemple, nous avons opté pour un graphique à barre horizontale parce que ce graphique nous semblait plus clair et facile à lire. Les étiquettes apparaissent sur une seule ligne, ce qui n'était pas le cas pour le graphique à barre verticale qui rendait les étiquettes plus difficiles à lire. Aussi, on dénote bien les proportions de chacun des énoncés. Quand on classe les proportions en ordre croissant ou décroissant, comme c'est le cas ici, la comparaison entre eux est d'autant plus évidente. De plus, les résultats en pourcentage sont affichés sur le graphique et ils ne possèdent qu'une seule décimale. Ce graphique nous informe que la télévision est, de loin, le moyen le plus souvent utilisé par les aînés avec une proportion de 77% des répondants qui l'utilisent pour trouver des informations. L'Internet est aussi un moyen d'information utilisé par 54% des aînés, tandis que le service 311 est le service le moins utilisé avec seulement 8% d'entre eux qui l'utilisent. On remarque aussi que tous les moyens proposés sont utilisés par au moins un répondant. C'est dans le tableau que nous verrons combien de personnes ont répondu à chacun des choix de réponse. Au-delà des pourcentages, il demeure important de prendre en compte le nombre de réponses dans l'interprétation des résultats. Sur les 13 répondants à la question, ce sont 10 d'entre eux qui utilisent la télévision et 7 qui utilisent Internet. Finalement, une seule personne utilise le service 311. Notons que pour cette question, nous avions une option de réponse ouverte qui invitait les répondants à inscrire un autre moyen d'information qu'ils utilisaient. Dans notre exemple, ce sont 3 répondants qui ont inscrit une réponse. Pour les consulter, cliquez sur « Réponse » en bleu. La capsule sur l'analyse des questions ouvertes un peu plus loin dans ce webinaire vous informera sur la procédure à suivre pour les analyser. Dans cette capsule, nous avons vu plusieurs éléments pour rapporter les résultats des questions fermées dans votre rapport. Voici les 2 grandes questions auxquelles vous pourriez tenter de répondre en vue de l'analyse de vos questions fermées à choix de réponse. Pour chacun des choix de réponse de la question, combien de répondants y a-t-il ou quelle est la proportion de répondants? Et quel choix de réponse a la proportion de répondants la plus élevée, la plus faible? Voyons maintenant l'analyse des questions de type matrice, communément appelée échelle de Likert. Prenons l'exemple de la question sur les loisirs qui demande dans quelle mesure les répondants sont en accord ou en désaccord avec les énoncés suivants. Les participants doivent cocher la case qui correspond le mieux à ce qu'ils pensent sur une échelle allant de totalement en désaccord jusqu'à totalement en accord. Regardons d'abord la personnalisation du graphique et du tableau. Nous avons opté pour un graphique à barre horizontale juxtaposée pour 2 raisons. Dans notre situation, il est pertinent que vous puissiez voir l'entièreté du graphique à même cette capture d'écran. Il est aussi important que vous puissiez voir les différences de proportion entre les énoncés. Les résultats en pourcentage sont affichés sur les graphiques et ils ne possèdent qu'une seule décimale. Les étiquettes en désaccord sont représentées par la couleur jaune dans le graphique et les étiquettes en accord par la couleur bleue. Nous avons préféré ne pas tronquer les étiquettes pour conserver le sens de la question, même si ceux-ci sont assez longs. Cela facilitera la tâche lors du regroupement des données dans le webinaire numéro 3. Dans le tableau, nous avons regroupé les choix de réponse similaires en 2 grandes catégories, soit en désaccord et en accord. Les énoncés sont placés en ordre décroissant de proportion en fonction de l'étiquette en désaccord. De cette façon, on voit en premier les éléments qui pourraient être plus problématiques concernant les loisirs. Nous avons conservé les réponses « ne sais pas » puisqu'elles apportent des nuances intéressantes à cette question. Nous le verrons plus en détail dans l'analyse un peu plus loin dans cette capsule. Il importe de regarder les données de 2 façons. La première consiste à comparer les proportions des choix de réponse entre eux pour un même énoncé. Cette étape nous aide à déterminer si les proportions obtenues sont grandes ou faibles en comparaison aux autres choix de réponse. Ainsi, on constate que la plus grande proportion des répondants, soit 42,9%, est en accord avec l'énoncé 2.1
et la proportion de répondants qui a coché ne sait pas et en désaccord est similaire, soit 28,6 %. On constate aussi que la plus grande proportion des répondants, soit 64,3 %, est en accord avec l'énoncé 2.2 et il y a une très faible proportion des gens qui ont répondu ne sait pas, soit 7,1 %. Finalement, la plus grande proportion des répondants, soit 57,1 %, est en accord avec l'énoncé 2.3 et la proportion de répondants qui ont coché ne sait pas et en désaccord est similaire, soit 21,4 %. La deuxième façon consiste à comparer les proportions des énoncés entre eux pour un même choix de réponse. Cette étape nous aide à déterminer si les proportions obtenues sont grandes ou faibles en comparaison aux autres énoncés. Ainsi, on constate que c'est l'énoncé 2.1 qui a la plus grande proportion de répondants qui ne savent pas, c'est l'énoncé 2.2 qui a la plus grande proportion de répondants en accord, et ce sont les énoncés 2.1 et 2.2 qui ont les plus grandes proportions de répondants en désaccord. Comme pour les questions à choix multiples, il importe de consulter le tableau pour savoir combien de personnes ont répondu. Parce qu'au-delà des pourcentages, il demeure important de considérer le nombre de réponses dans l'interprétation des résultats. Ainsi, il vaut mieux présenter le graphique et le tableau conjointement dans votre rapport. Dans cette capsule, nous avons vu plusieurs éléments pour rapporter les résultats des questions fermées dans votre rapport. Voici 2 grandes questions auxquelles vous pourriez tenter de répondre en vue de l'analyse de vos questions fermées de type matrice. Regardons d'abord pour chacun des énoncés. Quel choix de réponse a la proportion de répondants la plus élevée, la plus faible? Regardons ensuite pour chacun des choix de réponse. Quel énoncé a la proportion de répondants la plus élevée, la plus faible? Voyons maintenant l'analyse des questions à développement court, aussi appelées questions ouvertes. Ce sont les questions qui demandent aux répondants d'inscrire leurs réponses dans leurs propres termes. Prenons l'exemple de la question sur les loisirs qui s'intéresse aux activités pour les aînés qui devraient être développées en priorité. Les répondants pouvaient y inscrire leurs réponses dans leurs propres mots. Cliquez sur « Réponses » en bleu pour consulter les réponses individuelles à cette question. L'analyse des questions ouvertes consiste à regrouper les réponses similaires entre elles. Dans l'exemple, on voit que plusieurs réponses touchent la marche. C'est ce regroupement naturel des réponses qu'on cherche. Il facilitera l'interprétation des données pour nous aider à mieux dégager les besoins et les préférences des aînés. Que contient ce sac d'épicerie? Des légumes, des aliments frais? Voyez qu'il y a plusieurs réponses possibles. Les catégories sont comme ce sac. Elles regroupent plusieurs réponses similaires et leur nom est subjectif puisqu'il dépend de votre interprétation des réponses. Dans SurveyMonkey, les catégories s'appellent des balises. La façon la plus efficace de travailler les balises, c'est de créer une balise à la fois qui sera applicable à plusieurs réponses en même temps. Une fois que vous aurez pris connaissance de l'ensemble des réponses, sélectionnez celles qui se regroupent naturellement ensemble en cochant les cases correspondantes. Cliquez ensuite sur « Ajouter des balises » puis ajoutez le nom de votre nouvelle balise. Vous avez l'option d'attribuer une couleur à la balise. La couleur d'une balise est particulièrement intéressante pour vous aider à la distinguer des autres, mais elle n'est pas essentielle. Voyez que la balise « Marche » est maintenant appliquée aux énoncés concernés. Vous pourriez utiliser 2 balises différentes si, par exemple, un répondant vous a mentionné le tennis et la lecture dans la même réponse parce que ce sont 2 éléments distincts. Pour tous les autres cas de figure, nous vous conseillons de n'utiliser qu'une seule balise par réponse afin de conserver la simplicité de l'analyse. Revenons à notre sac d'épicerie. Plus vous ajouterez d'aliments dans le sac, plus le sac s'agrandira pour mieux se mouler aux éléments ajoutés. Il en est de même pour le nom que vous donnerez aux catégories. Au fil des ajouts de réponses, il se précisera, voire même il changera. C'est une caractéristique essentielle du processus itératif, modifier le nom de la catégorie pour qu'elle se moule mieux à ce qu'elle contient. Appelons la catégorie « Loisirs sportifs » au lieu de « Marche » pour être plus englobant. Pour modifier la balise, allez dans l'onglet « Balise ». Cliquez sur « Modifier » puis ajoutez le nom de la balise. C'est aussi à cet endroit que vous pouvez afficher toutes les réponses associées aux différentes balises en cliquant sur « Afficher tout ». SurveyMonkey appliquera automatiquement toutes les balises de la priorité numéro 1 à la priorité numéro 2.
En effet, toutes les balises que vous avez créées s'appliquent à la question au complet et non pas seulement à une seule section des réponses. Il en est de même pour les modifications. Si vous modifiez une balise, votre modification s'appliquera à la question au complet. Notez toutefois que les changements ne sont pas instantanés. Il est donc important de rafraîchir votre fenêtre Internet lorsque vous passez d'une priorité à une autre pour être certain que les changements ou ajouts concernant les balises soient à jour avant de continuer l'analyse. Cependant, vous ne pouvez appliquer une balise qu'à la question pour laquelle vous l'avez créée. Ainsi, si vous voulez utiliser la même balise pour une autre question, vous devez recréer la balise dans la nouvelle question. Une fois que vous avez fait un premier jet d'analyse, relisez vos balises et leur contenu. Vérifiez s'il y a des balises qui gagneraient à être regroupées ensemble, s'il y a des balises qui gagneraient à être renommées pour mieux représenter leur contenu, s'il y a des balises qui gagneraient à être ajoutées, s'il y a des réponses qui gagneraient à être replacées dans une autre balise. Par exemple, si une balise ne contient qu'un seul énoncé, serait-il possible de le regrouper à une autre balise? Si une réponse ne se joint naturellement à aucune balise, on pourrait la placer, si on le désire, dans une balise nommée « Autre » ou la laisser sans balise. Au terme de votre analyse, demandez-vous si les catégories créées permettent de dégager les besoins et les préférences des aînés. Dans notre exemple, on voit rapidement que les loisirs sportifs et les activités culturelles sont les réponses les plus communes. Mais encore, voyons comment brosser un portrait plus exact des réponses. Malheureusement, SurveyMonkey ne permet pas à ce jour de créer un tableau clair des données. Notre suggestion serait d'exporter le tableau récapitulatif des données dans un fichier Excel pour mieux le travailler et ensuite l'insérer dans votre rapport. Voici un exemple de tableau récapitulatif des données modifiées dans Excel. Regardons ensemble la mise en forme que nous avons faite pour dresser un portrait plus exact des données. Nous avons mis toutes les balises dans une seule colonne. Nous avons donc filtré les données par nom de balise. Toutes les priorités, numéro 1 et numéro 2, sont aussi dans une seule et même colonne. Nous avons calculé le nombre d'énoncés dans chacune des catégories et la proportion que ces énoncés représentent au sein de la question. Nous avons placé les catégories en ordre d'importance. Dans notre exemple, les activités culturelles représentent 40% des réponses à la question et sont donc placées en haut du tableau. Les énoncés de réponse en lien avec cette catégorie sont placés à côté pour assurer une bonne compréhension des besoins par le comité de pilotage. Revenons à notre métaphore. Vos catégories sont des sacs qui se moulent aux aliments que vous mettez dedans et non pas des boîtes rigides qu'on essaie de remplir. C'est la richesse des questions ouvertes. Elles permettent de mettre en contexte vos données en représentant ce que les aînés ont à dire. Il demeure donc important de prendre en compte ce qui est dans le sac. Un chou, des poivrons, des pommes de terre et non pas seulement des aliments. Même principe pour vos catégories. Il est important de prendre en compte les réponses qu'elles contiennent. C'est pourquoi il faut que les réponses accompagnent vos catégories dans le rapport. Les réponses serviront à nuancer, à préciser et à expliquer ce que vous mettez de l'avant qui vise à déterminer les besoins des aînés et leurs préférences. Dans cette capsule, nous avons vu plusieurs éléments pour rapporter les résultats des questions à développement court dans votre rapport. Voici 3 grandes questions auxquelles vous pourriez tenter de répondre en vue de l'analyse de vos questions ouvertes. La première, à la lecture des réponses, y a-t-il des réponses similaires qui pourraient être regroupées en catégories? Une fois les catégories appliquées, demandez-vous combien de réponses et quelles réponses y a-t-il dans chacune des catégories? Quelles catégories ont les proportions de répondants les plus élevées? Pour faciliter votre travail, vous pourriez exporter les données récapitulatives de la question à format Excel et ainsi créer un tableau plus optimal que celui produit dans SurveyMonkey. Dans ce webinaire, nous avons vu tout le contenu nécessaire à l'analyse de toutes les questions du sondage. Voici donc les grandes questions auxquelles vous pourriez tenter de répondre en vue de la préparation de votre rapport. Quelles sont les principales caractéristiques des répondants en termes d'âge, de genre et de communauté? Pour la section Résultats concernant les constats et les enjeux des 9 thématiques, votre rapport doit contenir les résultats généraux pour chacune des questions. Voici quelques pistes de réflexion. Quels sont les principaux résultats, constats ou enjeux soulevés par les résultats de la question? Et quels résultats sont les plus pertinents pour aider à cibler les besoins des aînés? Ces éléments sont-ils mieux supportés par un graphique, un tableau ou les deux?
Pour en connaître davantage sur l'analyse des résultats d'un sondage, visionnez notre prochain webinaire de la série sur le regroupement des données. Nous vous invitons à consulter les autres webinaires pour la méthode du sondage disponibles sur notre site Internet au www.madaquebec.com.